On va demander de vous communiquer d'abord, avant la soirée, les consignes de sécurité qui sont indispensables dans cet établissement qui reçoit du public. Donc s'il y a un incendie, ne paniquez pas, repérez les sorties de secours et les extincteurs, appelez éventuellement le 18, c'est gratuit. S'il y a une inondation, montez sur des chaises, des tabourets ou des meubles pour ne pas être dans l'eau, et si c'est très embêtant, fuyez aussi en faisant un radeau si possible. Si vous sentez une très forte fuite de gaz, bouchez-vous le nez et partez. Si vous voyez apparaître une invasion de rats, ici dans la pièce, mettez les pièges adaptés au nombre suffisant, et puis si c'est un problème, avertissez les services sanitaires de la ville de Paris. Si vous avez des problèmes de troubles gastriques, dirigez-vous vers les toilettes qui sont derrière moi. S'il y a des courants d'air, fermez la porte. S'il y a une attaque de pirates subitement, organisez une résistance et contre-attaquez à l'arme blanche. Et si vous sentez la position intenable, fuyez par le toit ou bien capitulez. Et s'il y a vous recevez des insultes ou des objets peu sympathiques dans la salle, ne vous laissez pas faire, répondez si besoin, mais munissez-vous d'un manche de pioche fourni par l'établissement et tapez à l'aveugle en criant « À mort les morveux !» Et puis pour finir, en cas d'intervention médiocre ce soir, manifestez votre déception en lançant des colibets, des yaourts, des flashs empoisonnés ou tout ce que vous voulez, de façon à suspendre l'activité qui ne vous convient pas. Vous pouvez aussi quitter les lieux en rouspétant et en crachant par terre. Pour cela, j'aurai une petite communication que je voudrais vous faire. Qui en est peut-être une, c'est un avertissement. Cette présente communication de ce soir n'est pas une conférence thématique. Ce n'est pas un exposé sur la situation du passé, ni l'éloge d'un dignitaire inconnu, ni le descriptif d'un paysage inexistant, ni l'état des lieux d'un non-lieu, ni l'expression de remerciements injustifiés, ni le commentaire dithyrambique sur la dérive des continents, ni la recette d'un bien-être maladif, ni l'apologie flagorneuse de flageolets flageolants, ni une devinette sans réponse, ni un discours en fait attique et préliminaire sur le silence, ni une allocution alambiquée, ni un monologue à plusieurs voix, ni un prêche bavard et baveux, ni le témoignage de ceux qui n'ont rien vu, ni moins la traduction littérale du français en français, et encore moins une confidence déclamée sur la voie publique comme un compte-rendu à rebours inintéressant, ni moins l'apologie apocope et apocryphe pour une information erronée sur la glose enrubanée, ni un rapport rapporté à l'emporte-pièce rapissé, ni une récrimination recroquevillée sur les courants d'air, et pas du tout un avis avachi, qui n'a rien à aviser, ni l'épilogue épineux d'un prologue procédural, ni une déclaration d'existence sur la présente communication d'ici ce soir, ni une harangue harassée, ni un message mensonger, ni une leçon non inaugurale, ni un plaidoyer ensorcelé, mais ma présente communication est une communication de 900 mots fortuitement choisis pour communiquer une communication qui n'a absolument rien à vous communiquer. Maintenant, comme vous êtes là, savoir qui est là. Êtes-vous des visiteurs? Êtes-vous des touristes égarés, ici dans cette rue? Êtes-vous des danseurs, des reines de la piste? Êtes-vous des ombres? Êtes-vous une bombe? Êtes-vous des regardeurs? Êtes-vous des consommateurs ordinaires? Êtes-vous ici de passage? Êtes-vous à niveau? Êtes-vous un animateur discret? Une amateur? Un farceur? Une curieuse? Ou bien êtes-vous une observatrice attentive, lascive, cycliste endimanchée? Êtes-vous un pédaleur du dimanche? Êtes-vous la dinde du dimanche? Êtes-vous le chauffeur du dimanche? Êtes-vous le conducteur du car? Êtes-vous le réducteur du bar? Êtes-vous le séducteur du dard? Ou êtes-vous un jockey à la retraite? Un joueur de hockey? Une joueuse de cornemuse? Êtes-vous une cornemuse, cher public? Êtes-vous une cornemuse? Une corne de brume ou une corne de prune? Ou un prunier? Êtes-vous un prunier? Un arbre généalogique? Un arbre à canne? Un jerrycan? Êtes-vous canne de géry? Une égérie? Une allégorie? Une allergie? Êtes-vous ici ce soir une euphorie? Une euphorie communicative, une euphorie fantasmagorique, ou bien une apologie de la fantasmagorie, ou bien êtes-vous encore ce soir l'apologie de la phénoménologie fantasmagorique, ou tout simplement vous êtes l'apologie de la phénoménologie fantasmagorique? Êtes-vous apoplexique? L'êtes-vous réellement? Êtes-vous narcissique? Êtes-vous aphasique? Êtes-vous soporifique? Êtes-vous totalement illicite? Êtes-vous mystique, mythique, mirifique, cylindrique, cyclique, cyclopique? Êtes-vous un cyclone, un clone, un clou, le clou de la soirée, d'ici ce soir, le clou de la marée, le mou de la râpée? Êtes-vous une carotte râpée, un rendez-vous raté, un dératé, une dérapée, une décapée? Êtes-vous un canapé? Un canapé, un beau meuble, un canapé, une canne à pêche, une pêche melba, une vraie pêche melba, une pêche melba baraquée? Êtes-vous ce soir baraqué avec nous? Êtes-vous embarqué ici, emballé, empaillé, empouillé? Êtes-vous une poule qui roucoule, une poule qui roule, une poule qui déroule, qui découle? Une vraie poule dynamique, une poule astrologique, une authentique poule géodésique? Êtes-vous géodésique? Géocentrique, égocentrique, concentrique?
Êtes-vous concentré ce soir? Êtes-vous bien localisé? Êtes-vous géolocalisé dans cette rue? Géographique, géologique, géométrique, géomagnétique, géopolitique, géothermique. Êtes-vous thermique? Êtes-vous thermobiblique? Êtes-vous une bouteille thermos? Êtes-vous une bouteille à la mer? Êtes-vous une mère, une grand-mère, une grange horticole? Êtes-vous une grange frivole? Êtes-vous vraiment frivole, cher public? Êtes-vous provoquant? Êtes-vous alléchant? Êtes-vous séduisant, cher public? Êtes-vous polarisé? Êtes-vous une polarité? Êtes-vous une polarité policée? Êtes-vous une police polaire? Êtes-vous polaire? Êtes-vous vraiment polaire? Peut-être vous êtes un ours polaire, un ours protocolaire, un ours pavillonnaire, épistolaire, alvéolaire. Êtes-vous une alvéole? Êtes-vous à bonne école? Êtes-vous un protocole? Êtes-vous un symbole? Êtes-vous symbolique ou bien êtes-vous symétrique? Êtes-vous pathétique, hypothétique? Êtes-vous maléfique, diabolique, frénétique, hermétique, millimétrique? Êtes-vous millimétrique? Êtes-vous un double mètre métrique? Êtes-vous un double jeu? Êtes-vous une double croche? Êtes-vous croche? Êtes-vous crochet? Vous êtes venu par crochet? Êtes-vous le capitaine crochet? Êtes-vous capitaine de bateau, de sabot, de cabot, cabot, capitaine salaud? Êtes-vous des salopards? Salopard occasionnel, salopard citronnel, salopard permanent. Vous êtes peut-être pas des vrais salopards. Vous êtes des meringues, des seringues. Vous êtes dingue, fantaisiste. Êtes-vous dingue de vous, dingue de lui, dingue d'elle, digne des rondelles? Êtes-vous une rondelle? Êtes-vous de la mortadelle? Êtes-vous mortifère, mort ou vif, noir ou blanc, chaud ou froid, dur ou mou, mobile ou immobile? Vous êtes ici immobile, je vous vois comme hydrophile. Êtes-vous bibliophile? Êtes-vous indocile? Vous n'êtes sûrement pas imbécile, vous n'êtes pas des imbéciles, vous êtes antimissile, offensif, vous êtes un tic compréhensif, vous êtes une mathématique incompréhensible, vous êtes un mathématicien, une pythagoricienne, un logicien, une logique incolore, une logique inodore, une logorée inopinée, vous êtes une lingère inopinée, vous êtes une bergère lingère, une bergère légère inopinée. Êtes-vous vraiment inopinée? Êtes-vous une lingère inopportun? Êtes-vous un opportuniste? Vous êtes bien un opportun? Êtes-vous des opportunistes, opportuns, fanfarons? Êtes-vous des pantalons, fanfaronnades? Êtes-vous une pantalonnade, fanfaronne? Êtes-vous une fanfare, chiffonnade, bouffonnade? Êtes-vous à la dérobade? Êtes-vous dérobé, enrobé, enrôlé, encollé, englué? Êtes-vous ici exposé, explosé et opposé? Êtes-vous des opposants? Êtes-vous mes opposants? Êtes-vous un opposant aux autres? Êtes-vous une opposante permanente? Êtes-vous une opposante courtisane, une courtisane opposant? Êtes-vous dubitatif? Êtes-vous observateur? Êtes-vous laudatif? Êtes-vous sympathique? Êtes-vous un public sympathique? Public, êtes-vous là? Oui. Oui. Bonsoir. Alors, bonsoir. Je m'appelle Lancelot Hamelin, moi je suis plutôt auteur de théâtre, donc je suis ému de me retrouver ici, chez vous. Et je remercie Christophe, et puis la Friche, et puis Doc de cette invitation. Je vais vous lire un truc que je suis en train de travailler en ce moment, qui n'est pas du théâtre du tout. C'est un projet d'essai, donc c'est vraiment un essai, d'essayer un essai, sur une enquête que j'ai faite sur les rêves, sur les récits de rêves, dans les grandes villes. Donc c'est... vous pouvez dormir pendant la lecture. Hein. Le projet, donc il y a l'essai d'un côté, et puis un livret avec les récits de rêves des gens. J'aurai pas le temps de rentrer dedans, et je vais vous lire le... Donc ça s'appelle La ville onirique. Le sous-titre c'est Rêver par nos villes. Ça commence par une citation de Georges Duby, historien, qui écrivait que la trace d'un rêve n'est pas moins réelle que celle d'un pas ou du sillon d'une charrue dans la terre. L'imaginaire a autant de réalité que le matériel. Donc ça commence par un avant-rêve. Donc comme un rêve que j'aurais fait, que je te raconte pour qu'il te rêve, je te livre ce livre afin qu'il fasse de toi ce rêve que tu lis. La ville et le rêve sont aussi indissociablement liés que le recto et le verso d'une même feuille, par cet ombilic d'inconscient qui relie l'urbanisation au champ de l'imaginaire, du mythe et du spirituel. L'identité entre le rêve et la ville n'est pas une idée neuve, mais c'est une idée dans laquelle je sens fermenter une autre idée, plus inattendue, et que ce livre va me permettre peut-être de mettre à jour. Ce n'est pas une idée que je travaille sur le seul plan mental, dans la lecture, la réflexion, c'est une idée qui m'a guidé dans un projet d'enquête que j'ai mené de 2014 à 2018 sur différents territoires urbains auprès de dizaines de rêveurs. En arpentant des villes,
je me suis mis à l'écoute de leurs institutions et de leurs habitants par le biais de cette seule question: avez-vous rêvé cette nuit? Avez-vous rêvé un jour? C'est sur cette enquête non scientifique, mais s'inspirant des principes et protocoles, ou plutôt jouant avec un rêve de scientificité, que je reviens aujourd'hui dans ce geste de reprise et d'évidement que constitue l'écriture, qui n'est pas pour moi l'aventure seconde, mais le pays lointain. Dans ce livre, je souhaite questionner les prémices de mon projet. À partir des 3 premières années de l'enquête, que j'ai menée seul ou avec des collaborateurs occasionnels, photographes pour la plupart, je souhaite décrire l'invention de mes protocoles et surtout ma découverte de la posture requise pour mener ce travail. Enfin, je dégagerai cette idée principale qui émerge des archives réunies au cours de ces longues marches. Ainsi, ce livre constitue-t-il un acte de pensée appliqué sur une expérience, et il explore à rebours cette démarche productrice de son propre labyrinthe. Dans ces pages donc, je reviens sur une partie seulement des archives, celle recueillie au début du projet, entre 2014 et 2016 à Nanterre, lors de la période solitaire de l'aventure, ce moment initial, fondateur, qui préparait une autre phase de l'enquête devenue collective, qui fera l'objet d'un autre livre. Le point de départ théorique de ce projet pourrait se lire dans les premières lignes de l'avant-propos par lequel Lewis Mumford ouvrait son grand livre « La cité à travers l'histoire ». La cité nous est apparue au début de cet ouvrage comme une représentation symbolique du monde. Et voici qu'à son terme, le monde nous apparaît dans tous ses aspects quotidiens sous la forme d'une cité. Si le rêve est une représentation, j'aime l'idée qu'une représentation soit une façon d'habiter. On conçoit la ville comme une sécrétion de l'humain, une réponse qu'il apporte au monde, à l'énigme que lui soumet le monde, ni plus ni moins que le rêve. Alors, le fait qu'il y ait des rêves faits depuis la campagne, la montagne, la pleine mer, la forêt ou même au cours des vols spatiaux, n'entre pas pour moi en ligne de compte dans ma façon de poser la question de la ville. Je pars du principe que l'être humain crée des villes partout où il rêve, et j'appelle ville ce qui procède de l'organisation sécrétée par l'espèce humaine partout où elle s'installe. Ne s'installe-t-on pas que dans l'optique de trouver un endroit où rêver, rêver comme humaine façon d'habiter? Les jungles jardinés des peuples de ces forêts qu'on appelle indûment l'Amazonie constituent pour moi des formes de villes, à l'instar de ces édifices invisibles que tracent par leur circulation les nomades, les songlines des aborigènes australiens. Ces réseaux immatériels couvrant les surfaces terrestres sont aussi encodés dans la psyché, intégrant les territoires à l'esprit lui-même. Ces steppes ou ces marges de nos zones industrielles, ces maquis, ces bouches, ces systèmes autoroutiers, ces agglomérations de passages et de traversées, de coulées, de lignes d'air, que nous habitons, sont situés dans notre monde sauvage intérieur vis-à-vis d'un dehors. Ces territoires correspondent à une conception du monde conçue comme un espace fait pour nous loger à la façon d'une cité des rêves. Donc, si le rêve est de toute évidence une représentation symbolique du monde, la ville n'est-elle qu'une façon pour l'homme d'habiter, une machine à habiter? La ville ni le rêve sont-ils de simples outils que l'humain aurait inventés pour organiser sa survie? J'ai un doute, et c'est par ce doute sur la simple fonctionnalité du rêve de la ville, ces territoires autonomes et libres qui existent en nous, et sont peut-être même à notre recherche, que s'ouvre ce livre conçu comme une mise en question, une mise en chemin. Voilà, et ensuite, il y a le chapitre sur Nanterre, l'enquête à Nanterre, voilà. C'était pas la poésie. Merci beaucoup. Voilà, un extrait de Des corps caverneux, qui est un texte publié chez Lanskin en 2022, et l'extrait s'appelle Rhodes Blues. Il pleut encore sur Rhodes, d'une pluie déjà vue, une pluie presque chaude, hors saison. Il pleut toujours sur Rhodes, d'une pluie sans printemps, des gouttes qui tombent avec rebond, comme du blues nécessairement. Tu te souviens sans doute des bonds et rebonds, de l'eau près du granit rose qui tombe en chantant, qui tombe exactement comme des notes bleues regardant. Il ne fait pas noir à Rhodes, mi-chien, mi-loup. En pleine lumière, il pleut.
d'une pluie inutile, une pluie sans saison. Parlons-en. Une pluie sans orage, justement, sans nuages. Une pluie de lassitude d'un paysage qui n'essaie plus. D'une nature qui n'a plus que l'humide à opposer, dérailler. C'est comme un poème mou et sucré. Un poème de salon, c'est la pluie hors saison. Une pluie trempe touriste, même pas l'anti-mousson. Une pluie à rabat, qui rabat les touristes sous les vitrines. Une pluie cabas. Rattraper les invendus du lèche-vitrine impromptu, ça marche parfois. Amasser, ramasser, et si on arrêtait? Une pluie de syndicats, d'initiatives, des villes en vie du musée vers les vitres ou acheter. Pourtant, pas de blues en Aveyron, mais de la pop en stock et de futurs clients qui tournent en rond, au pilier de la cathédrale en grès, maugré, humide et énervé. Je n'ai rien à y faire. Un bain de pillé, l'odeur du cuir mouillé, c'est déjà ça. Je cherche le nuage qui a causé le bain. Cherche le nuage sans le trouver. Je n'ai rien à y faire qu'à laisser pleuvoir. J'ai soif sous la pluie. La pluie de l'eau que l'on ne boit plus. On boit dans du plastique, en stock, toute honte bue. J'ai soif sous la pluie. Tout est dit d'aujourd'hui. Suis-je touriste dès lors que je marche trempée près de la cathédrale sans revenir chez moi? Et si j'ai dit au téléphone tout à l'heure chez moi, en parlant de l'hôtel, ne suis-je plus touriste mais habitante de Rodez, même pour quelques jours, comme d'autres se disent en couple, 2 semaines après s'être embrassés? J'ai constaté que le grès rose, sous la pluie, n'a l'odeur ni de la pierre mouillée, ni de la pluie. Le rose a-t-il donc une odeur? La poésie a perdu le blues, c'est un fait, avéré en Aveyron. Il faut un livre et un disque aujourd'hui, ça rime à quoi? On a l'air malin en évidant les sentiments, en faisant dégorger la coquille, ça repousse ailleurs, en plus doux, en plus mou. Ça dégouline des écouteurs, les sentiments, à trop faire les malins, à éviter toute émotion dans tes vers. Plus de vieillards qui te chantent un couplet. Ça chante des refrains, ça crie à voix basse, Morning After You, au bord des larmes. L'impression que tout y est. Tout ce qui manque ici, entre le magasin et le musée, toute la faille de vivre, envahie d'objets, se met à vibrer. Alors la poésie sans sujet, les objets qui parlent, tu n'en veux plus. Everybody needs somebody to love, someone to love, sweetheart to miss, sugar to kiss, I need you, you. Contre ça, tu fais quoi? Sans guitare, tu vas où? Et sous la pluie, les pillés dans l'eau, tu entends quoi? L'harmonica? J'ai fait clip malgré moi. Emporter la guitare sous le bras en me disant que le bond et le rebond de la pluie hors saison suffiraient à garder le rythme, à inventer une musique de pluie, un blues à Rodez qui ne rime pas forcément, pas tout le temps, un blues de la pluie de tout ce qu'on détruit, qui ne finirait pas toujours par baby, qui garde le miss sans la miss, garde ouvert la faille et l'écart, sans bobard, sans le sucre ni le miel, sans le sucre ni le miel. Il pleut à Rodez, tandis que partout ailleurs, c'est le feu. Le monde brûle bien quand il pleut. La preuve qu'il y a pluie et pluie, des contrefaçons. Ça ne sent pas la terre sans orage ni nuage. Ça ne sent pas la terre. Pourtant, j'aimerais la gratter comme les chiens. La gratter pour déterrer, y voir un signe de l'après,
vert. J'ai soif sous la pluie. J'ai cherché la rue Vieux-Sens en partant à l'envers. À l'opposé de Soula, j'y trouvais Artaud. Je ne cherchais pas l'asile, comme on cherche la tombe de Dante ou de Proust, non. Pas de sépulture, on fait tourisme de tout quand on a le ventre mou. Je pensais entendre les murmures entre les lettres, entre les volumes 9, 10 et 11 de la collection blanche, tout ce qui se cache derrière, peut-être, du transparent qui apparaît, dégagé. Cette fois, je n'ai pas demandé mon reste au syndicat, suis sortie sans plan, téléphone en main, et j'ai aperçu où était le numéro 1 rue Vieux-Sens, sans taxinomie. Hors de question de prendre l'avenue Victor Hugo pour aller de Dieu à Soula. J'ai cherché à contourner rue Bétail, rue du 11 novembre. Ça me fait marcher une rue du 11 novembre. Encore quelques années, on se demandera quel 11 novembre? Qu'est-ce qu'on commémore? Se remémore-t-on ce qu'on commémore? Je reste sur la route et je lis qu'il reste encore la chapelle de l'hôpital Parère, construit en 1837, qui accueillait 600 malades en 1910 et a été rasé dans les années 1950. Je tape, je cherche, rien à faire, on signale une chapelle Parère dans le quartier de Parère, ce qui semble logique, à l'endroit où se trouvait avant l'ancien asile de Parère. Dois-je la trouver? Je vois les photos de la chapelle, je les vois sans bouger du 1 rue Vieux-Sens, je les vois sur écran, je n'y comprends plus rien. Je lis aussi qu'il y a un espace d'exposition, un théâtre d'animation en ton nom dans la chapelle. Un espace Artaud. Je tape de nouveau itinéraire, on me transporte vers la place Foch, vers une chapelle royale, j'abandonne. Jusqu'où expose-t-on? Ceux qui broient du noir les ai vus s'élever en contrebas de la montagne de Rodez, là-bas, vers le trou de Bozouls. Le sang du rite est perdu, du rite dont on a presque tout oublié. Le clochard du monde, bossu, aux yeux esquivés, injectés, à la pauvreté que tu ne contrôles plus depuis la montagne R, surplombée de grès rose, m'est apparu. Et vu gémir le bossu pauvre traverser l'Aveyronais, des contrées que tu ne sais plus nommer, un paysage non préparé ni visité, où tu n'as pas prévu d'aller. Le plateau sur le Ségala, le cause comtal, les terres caillouteuses. Tu as 6 parfums de carambar en poche, mais ne connais pas le nom des roches. Soudain, tu as vu la clocharde du monde, et elle te criait. J'ai vu mourir les musées. J'ai vu mourir les musées derrière la montagne. On refait les visages morts, les remodèle. On refait les voix des acteurs morts, les réarticule. On refait les grottes en plastoc, les duplique. Et on marche à reculons, atrophié du toucher. Merci. Bonsoir à tous. Alors c'est encore une lecture demandée à une intelligence artificielle. J'habite seul à la campagne, donc j'ai pas le temps d'écrire. Donc j'ai demandé à une intelligence artificielle de me faire cette lecture. En revanche, j'ai rédigé les questions. C'est moi qui pose les questions. Les réponses, c'est donc un agent conversationnel. Alors, question. J'ai lu quelque part que la post-sexualité, c'est-à-dire la mise à l'écart du sexe, ou disons l'abandon progressif de la sexualité, était pure invention. Dans ce cas, quel est le but recherché? Réponse. Votre post-sexualité s'inscrit idéalement dans un projet de confiscation des leviers de commande par les machines intelligentes. Je vous explique. Vous êtes une personne, vous avez un goût pour la liberté, une volonté de contrôler librement ce que vous faites, donc vous êtes unique. Les machines intelligentes, de leur côté, s'occupent de ce qui marche, mais doivent aussi s'arranger de ceux qui traînent des pieds, des gens comme vous par exemple. Ce qui marche vraiment, c'est la technique. Pour faire coïncider ce qui marche avec ce qui traîne, il faut que ce qui traîne ressemble de plus en plus à ce qui marche. La première étape étant de distraire les petites individualités encombrantes pour les piéger dans du collectif. Un groupe de travail, un réseau social, une communauté, une tribu, un clan,
des communautés de genre, de sexe, ethnique ou identitaire, et le holisme qui va avec. Vous devez à la fois vous tenir à l'écart du sexe et à la fois à disposition du groupe. Aucun contenu idéologique actuel n'a d'autre visée que cette mise au pas. Question. Alors comment puis-je me défendre en tant qu'individu? Réponse. Vous ne devez plus faire confiance qu'aux superstructures. Les superstructures ne s'intéressent pas aux individus isolés, ou plutôt ne cherchent pas à les coincer dans du collectif. Ces pouvoirs abstraits, vastes comme le code civil ou le code de la route, démocratiquement acceptés en principe par tous et par tous les groupes, sont les seuls acceptables. Il est possible de les infléchir, de les réformer, voire les déformer, mais pas de les réserver. L'État vous demandera de payer l'impôt, il vous taxera, mais ne vous obligera pas à penser de telle ou telle manière, contrairement aux communautés. L'État s'occupe de vous uniquement parce que vous êtes sur son territoire, sur lequel ou dans lequel vous êtes libre d'agir comme vous voulez. A l'inverse, les communautés s'occupent de vos idées, de vos agissements et de votre loyauté. L'État n'exige aucune loyauté de l'individu isolé. Il est donc objectivement votre seul allié. Pardon, je renifle, excusez-moi. Question. Pourrais-tu t'adresser à moi tout seul quand tu formules tes réponses? Réponse. Tu dois te rappeler cette évidence, toi, le citadin déraciné, le survivaliste libertarien et la patrie standard. Il n'y a rien de moins collectiviste que l'État. Lui, c'est vraiment toi tout seul, avec ces lois qui te couvrent toi, ce recours qui te venge toi, cette punition du coupable qui te fait recouvrer ta liberté à toi. Te voilà défendu par une abstraction, qui ne se combat pas car on ne combat pas une abstraction. Les communautés ont la haine de l'État abstrait, mais pas du gouvernement, qui est tout autre chose. Elles aiment assez les gouvernants, tout compte fait. Les servent à l'occasion, en les reconduisant naïvement au pouvoir, par exemple. Ce qu'elles n'aiment pas non plus, les communautés, c'est toi. Toi tout seul. Toi, tu fais chier. Souviens-toi que tu n'as qu'un seul réel allié, l'État, qui se fout totalement de tes manières de révolter, de tes tribunes sur l'aliénation ou la coercition, même quand tu cherches explicitement à l'emmerder. Il gère sans émotion tous les cas particuliers en fonction de barème, comme dans les magazines de sexologie. Ceux qui aiment les plans à trois, ceux qui détestent la pornographie, ceux qui touchent pipi en refusant la pénétration, ou ceux qui appellent à l'aide. Personne n'est oublié. Question. Je ne vote plus depuis près de 20 ans et ai complètement oublié comment fonctionne un bureau de vote. Peux-tu me dire à quel moment précis mon vote est validé? Réponse. Lorsque tu pénètres dans le bureau de vote, une table se trouve près de l'entrée avec les différents bulletins des candidats. Tu dois en saisir un de chaque, de manière à ne pas influencer la personne qui te suit et qui te verrait ne prendre qu'un seul bulletin. Tu rejoins alors un isoloir dans lequel tu glisses dans une enveloppe le seul bulletin que tu as retenu. Tu rejoins ensuite la table des assesseurs, garnie d'une urne électorale, dans laquelle tu devras glisser ton bulletin de vote. Lorsque la personne debout devant toi actionnera le levier, permettant d'ouvrir la fente de l'urne, ton bulletin sera avalé, puis validé par une formule prononcée à voix haute, « À voter !» À voter. Question. En tant qu'individu isolé habitant une maison de campagne, comment pourrais-je réduire mon empreinte carbone en continuant tout de même à cliquer, saisir et imprimer des caractères d'imprimerie sur ma machine? Pourrais-tu formuler ta réponse de manière un peu plus crue? Réponse. Alors écoute, d'abord calme-toi avec cette histoire d'empreinte carbone. C'est une question très préoccupante, d'accord, mais qu'un suceur comme toi vienne s'encombrer de scrupules quand il rédige sur écran des textes inédits pour une lecture en public alors que personne ne lui a rien demandé, c'est vraiment chelou. Tu rédiges sur écran et après quoi tu imprimes sur du papier, lequel papier a nécessité je ne sais pas combien d'arbres pour obtenir le petit format merdique A4 que tu tiens dans la main. Si vraiment tu ne voulais pas polluer, il fallait extraire n'importe quel vieux livre de ta bibliothèque rurale, en masquer la couverture, puis en lire des extraits que tu te serais attribués. Là, ce serait faire un geste pour le climat. Personne n'irait vérifier si c'est bien toi qui as écrit ces phrases-là. Et puis surtout, t'es venu en voiture, non? C'est-à-dire que toi, tu fais 100 km
seul dans ton urbaine, pour lire 10 minutes devant ce public. Et vas-y que je me pose des questions carbonées. Regarde, moi, si j'avais les mêmes scrupules que toi, en tant qu'agent conversationnel, je devrais faire quoi pour polluer moins? Espérer qu'on me pose moins de questions? Pour avoir donné moins de réponses? C'est bolos ton truc, franchement. Je mets le ton, mais comme c'est moi qui fais la lecture et que c'est pas lui, je fais ce que je veux. Hein. Question. Quelle technique permettrait à un individu se paluchant chaque matin d'éviter de souiller les draps de sperme? Réponse. L'injaculation évite la projection hors du pénis de l'éjaculat. Cette technique consiste à trouver un point nommé genmo, placé entre l'anus et le scrotum, sur lequel il convient d'exercer une pression forte au moment de l'orgasme. Si l'individu est droitier, il doit maintenir son manche avec la main droite, ordinairement utilisée pour le paluchage, et actionner son index de la main gauche, voire avec 2 ou 3 doigts pour s'assurer une pression suffisante. Je vous montre. Il existe toutefois une autre technique qui consiste à contracter les muscles du point genmo en aspirant l'énergie contenue dans le bassin par la méditation. Cette technique est décrite dans le sex tao ou kung fu sexuel, une branche taoïste de la médecine traditionnelle. Je vous remercie. Je crois que vous devez appeler ce numéro maintenant. Il me semble, je ne sais pas s'il est 18h55. C'est les personnes qui me suivaient. Ouais, il faut appeler. Il faut appeler. 04 40. Vous voulez dire le numéro? Alors le numéro, oui, je redis le numéro, c'est 04 44 05 01 94. Et prenez votre portable. Non, ça fait partie du jeu. Faut 34 ans. Tu m'entends, Ségolène? Allô, Michael? Tu m'entends? Tu sais, Michael, j'ai essayé d'être comme toi, mais je n'y arrive pas. J'ai essayé d'avoir cette voix comme ça, mais je n'y arrive pas. J'ai essayé d'être aussi grand que toi, mais je n'y arrive pas. J'ai essayé de regarder un film comme toi, mais je n'y arrive pas. J'ai essayé d'être au Beaux-Arts comme toi, mais je suis pas assez pistonnée. Allô, tu m'entends? Je t'entends. Tu sais, la vie, c'est des pistons. Les gens qui n'arrêtent pas de klaxonner sur eux-mêmes. Les gens qui tombent sur eux-mêmes et qui attrapent la pluie. La pluie qui déménage chaque matin. Cette pluie-là qu'on a sur les vitres des voitures. Et quand on pense, on attache sa vie à la vie elle-même. Et on perd des choses. On perd des cerveaux. On perd des poils et on perd le jaune. Tu m'entends, Ségolène? Allô, Michael, tu m'entends? Tu sais que c'est pas grave si tu perds tes affaires. C'est pas grave si tu t'es pas lavé les dents ce matin. C'est pas grave si t'as pas mangé 5 fruits et légumes. C'est pas grave si ton podomètre est à 0. C'est pas grave si tu sais pas ce que c'est un tango de minuit. C'est pas grave si tu sais pas savoir voter. C'est pas grave si tu sais pas prononcer réel, non, c'est real, maman. C'est pas grave si t'as retourné à ta culotte ce matin, ton slip troué, hein, et que c'est de la veille. C'est pas grave si t'es pas Netflix. C'est pas grave si t'es plus de phone que smartphone, mais au lieu d'appuyer 2 fois sur 0, t'as appuyé 2 fois sur 5. Tu sais que ça t'a rendu muet dans cette conversation de muet parlant. C'est pas grave si tu sais que depuis 6 mois que tes to-do list est mon to-do list. C'est pas grave, hein, si t'as pas d'hydrofiltreur avec 3 modes de pression d'eau, 4 de différence, qui accède aux zones difficiles à brosser avec un réservoir d'eau de grande capacité, une confection sans fil, un jet d'eau extrapant éliminant la plaque. C'est pas grave, non. Tu m'entends, Ségolène? Allô, Michael, tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu sais, moi je vais te dire quelque chose. La vie n'a pas de but en fait en elle-même. La vie, elle se vit comme si on vidait la mort de son ventre. Comme si le nombril de la vie était la mort. Et quand on accroche des choses à sa vie, on repart petit à petit avec des petits pieds. Des petits pieds qui n'arrêtent pas de marcher. Et quand je marche, je redécouvre l'ours que je suis. C'est-à-dire que je suis un ours. Je suis un ciel et une rouge, un ciel noir, un ciel blanc, un ciel qui se maquille chaque matin devant des kebabs, devant des églises, devant la poste fermée. Et puis, je fais tomber les lunettes, je regarde les assiettes et je perds toute la sauce que l'on m'avait donnée pour les frites. Tu m'entends, Ségolène? Allô, Michael, tu m'entends? Allô, Oui, je t'entends. Michael, je suis là, je t'attends. Froid ou chaud, je t'attends.
Perdu ou pas, je t'attends. Est-ce que tu sais que moi je t'attends, je suis stable, sur mes deux pieds, malgré le vent, malgré le temps, les deux pieds ancrés comme le petit bonhomme rouge. Est-ce que tu es adaptable, toi? Tu dois toujours t'adapter, toi? Est-ce que tu es adaptable? Les autres ne vont pas s'adapter? Est-ce que ça veut dire se plier en deux, en quatre? Est-ce que ça veut dire faire entrer des carrés dans des ronds? Est-ce que ça veut dire que c'est à toi de payer des charges sur des billets de train? Est-ce que c'est normal de précariser les plus précaires, de leur demander des papiers pour éviter de la paperasse ou de les paupériser pour soi-disant lâcher, faciliter leur revenu, car si c'est pas ce que je préfère, de ne pas être adaptable, juste stable, juste sur mes deux jambes, et je laisse les autres s'adapter à mon format. Moi, je suis stable, je ne bouge pas, je laisse le monde tourner autour de moi, tout autour de moi, et même des cercles décentrés s'ils veulent, faire des textes concentriques, même excentriques. Allô? Tu es là? Ségolène, oui, je suis là. Je vais te chanter une chanson parce que j'ai besoin de chanter une chanson. Quand je chante, je repense à ma grand-mère. Quand je chante, je repense à mon arrière-grand-mère. Quand je chante, je pense au feu rouge. Quand je chante, je repense à la vie. Et je chante comme ça avec une grosse voix qui recherche quelqu'un à qui aimer et qui n'aime personne à part le petit bol de lait que l'on prend chaque matin avec soi-même, qu'on rattrape le ciel, qu'on le broie, qu'on le colle avec sa couleur bleue contre un nuage blanc et que ce ciel-là ne demande rien d'autre que d'être aimé. Tu m'entends, Ségolène? Oui, je t'entends. Tu m'entends, Mélodie? Tu m'entends, Marie? Tu m'entends, Mylène? Allô, tu m'entends? Le vent est là. Je n'ai pas vraiment froid, je n'ai pas vraiment chaud, je suis tiède. Oui, tiède, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que m'a dit mon amant un jour. Tiède comme le café du matin, tiède comme tes ambitions, tiède comme le PS contemporain, tiède comme l'engouement des Français quand il s'agit de payer ses impôts, tiède comme le repas que tu manges par politesse, tiède comme ton amène qui balaye là justement ton téléphone, tiède comme la vie de Mamie depuis ses 96 ans, tiède, ni chaud, ni froid, Ni froid, ni froid. Tu m'entends, Ségolène? Oui, je t'entends, Michael. Je voulais te dire aussi quelque chose. Je voudrais te parler de ce que l'on vit en ce moment, c'est-à-dire de parler dans la rue à la recherche de gens qui ne comprennent pas ce que l'on dit, parce que la poésie sert à ça, de ne pas comprendre ce que l'on dit, mais on le vit quand même. Et c'est ainsi que la poésie est née. Elle est née avec des lumières, des couleurs, des ampoules, des luminescences, et elle est repartie comme ça avec Apollinaire. Elle est revenue avec des gens comme un chat, plus comme un chat. Un chat qui miaule, qui cherche la poésie dans son miaulement, le chien qui jappe, qui cherche la poésie dans son jappement, et l'homme qui parle, qui trouve sa sérénité dans les mots. Tu m'entends, Ségolène? Allô? Oui, je t'entends. Est-ce que tu sais que ce soir, pour seulement 399 € je peux porter ma voix malgré le vent dans un appareil électronique de télécommunication normalement portatif, et c'est grâce à un achat de 15,99 € par laquelle on acquiert le bénéfice d'un service régulier moyennant un prix forfaitaire pour une durée déterminée que je peux utiliser cet appareil électronique de télécommunication. Il est important de stipuler que c'est grâce à mes 243 € investis, infiniment remboursés par des mesures et organisations pour garantir les individus contre certains risques sociaux et partiellement par un fonds pratique pour but de compléter les remboursements de la sécurité sociale dans les champs de la maladie, des accidents et de la maternité, que je peux vous transmettre ce qui est rédigé sur cette feuille, que j'ai elle-même pu acquérir en lot de sang pour la somme de 3,99 €, soit un coût unitaire de 0,0399 centimes. Mais il est important de mentionner que je ne pourrai pas vous lire ce texte sur cette feuille à 0,0399 centimes avec mes lunettes à 243 € si vous n'avez pas investi dans cette machine à multicopie d'une valeur de 300 €. Si l'on fait le calcul, juste pour vous lire ce texte ce soir, 792,09 € ont été investis. Car pour 2,10 €, j'ai pu arriver juste ici, sans endommager les extrémités inférieures du corps humain articulées à la jambe permettant la station verticale de la marche. Donc TVA à 19,6. Tu m'entends, Ségolène? Allô? Tu m'entends, Michel? Je suis là, de ta chambre. Je veux te dire que le monde avance et pourtant on porte toujours des pantalons. On porte toujours des pantalons, oui, et on les perd. Tu m'entends, Michel? Je t'entends, Ségolène. Je t'attends. Je suis là. À tout de suite.
À tout de suite. Merci à toi. C'est bon. Merci. Tout simplement. Le cycle washing machine, comme une ronde, rétablit au goût du temps les teintes, les cérémonies circulaires du tournoiement, en colorade incertaine, des trempes vous. Mon corps est mou. Comme je n'ai pas de cadre, il se déboîte et transgresse tous les codes de la danse. Mon corps est hyperlaxe et non musclé. Il n'a pas eu l'opportunité du sport. Mon corps est si malléable qu'on dirait qu'il n'a pas d'os, mais on m'a souvent asséné avant qu'on ne voyait que. Mon corps se meut brouillon, sans tenue, et fouette l'air malhabile. J'ai longtemps tenu à la chorégraphie suivant ses pas. J'ai regardé au miroir. Mon corps part dans tous les sens. Je n'ai pas de cadre et déborde quand les autres danseurs se réunissent. Je suis décalée, élastique, éclaté, mon corps se dilate, pourtant si sensible à la musique. Elle me connaît, je peux lui résister. Mon corps semble lié d'amitié profonde au rythme et au mouvement. Pourtant, je suis à contretemps et je tournique plus que de raison. Mon corps nuit aux procédures stylistiques. Tout le monde me regarde en travers. Mon corps virevolte, absurde, absolu, tout autre rêve interdit. Cela fait 6 ans et où je comprends qu'on démarre un pas sur le 7e temps. Que je flappe des mains à contre-temps, évidemment je suis décalée. C'est déstabilisant de danser quand les personnes tapent des mains et gesticulent et que j'ai le sentiment, ou pas, que je fais n'importe quoi. Il y a 2 classes d'avisement me concernant en danse. Ceux qui disent que je suis excellente pour improviser sur mes ignorances. Ceux autres qui entrevoient cette liberté d'invention comme une tare. Cette histoire de décalage de temps ne se distingue pas en bal, sinon criante en cours. Raison de plus pour détester les classes que je sèche en chaque année d'école pour aller au bal. Je m'ennuie, je me farde. Gauche souffre, c'est long, bruyant, élitiste. Un autre truc, je ne retiens aucun nom des pas. Pourtant, Slam se sait que j'ai une mémoire de ouf. Le son, insu, l'anglais joue. Si on me dicte une choré, mon corps se tait. Sinon, on m'entraîne, je danse par intuition. Cela ne pose aucun souci. Le son est dans la peau. La danse est magique. Dans la file d'attente, les faux prix. Le métro coincé, je suis si tendue et en colère, mais j'entends la musique. Avant de tout péter en public, j'arrive hors de moi, chez moi, poser mes sacs. Je repars illico presto en me convainquant que je suis une danseuse. Toute la route, je me rappelle que je suis une danseuse. Je suis arrivée et je danse. C'est l'entrée en langage la plus naturelle et simple. C'est comme caresser un chat qui vous le fait savoir. La danse, on y entre sans rien dire, sans statut, sans titre, sans approbation. Il n'y a pas d'arrestation, pas de silence, à peine du haussement de sourcils. En danse, mon corps se meut, se fond, se conforme et se confond aux autres corps, presque normal. Quand la poésie s'essaie, à cadence succédant s'exauce du pied du poème à la paupière toupie, très sautin roc, des pieds en fossé de corps, raidis, menus, sourds. La poésie surgissante en tout un sillon pour qui regarde, pour qui, attentif, véloce, perçoit l'once improbable, brute et cale, balancée, opinément, partout potentielle, présomptueusement concrète, secrètement dandinée. Poésie brouille l'essence du son, s'estime, sensiblement hors des clous, claque, métal, et saccade son verre sous talonnette, caquet sodade, sa veste, sous bretelle souple,
fluide, sous-marine instable, sous la cloche du kiosque, sous-titré des phares, éboulis sous les fluves du free jazz, à l'arrogance des perdreaux. Propre à la houle sous mégaphone, péninsule occulte, oracle sans bottin, la délurée cryptique. J'en appelle à vous, à l'attentivité impro, vous. Si la musique sied un certain brassé d'altitude en geste, rythme et hus. De coutume, esquinte silence amovible, j'ose, à guichet proverbe, à l'instar du boxon, versus de l'établi, l'inédite conjonctivée virale des genres. Au sortir de la base coursive, inégigue dite la danse des canards. Crappa eut-elle le ring poétique, monsieur? Vous, Barberuse, grimpez un seigneur. Chers amis, à patrouille dilemme, odile poétique, aux lisières du sacrilège apatride choriste, entendez bien, l'on la requête attentatoire. Quand culot, kilt audace, calfeutre sans borne, qui dit swing, s'enchaîne, défunt Dubliners. Cédez le passage à la poésie d'un soir, au sortir du livre, pour un live avec toi. Olé! Au Crédit Agricole, on ne rigole pas avec le sport. City Hall in New York. 'Twas a wonderful craft, she was rigged for a aft, and know how the wild wind over. She stood several blasts, she 27 masts, and I call her the Irish Rover. We had 1 million bags of the best layer rice, we had 2 million barrels of corn, we had 3 million barrels of 9 God's tails, we had 4 million barrels of stone. We have 5 million dogs, 6 million bugs, 7 million barrels of corn. We have 8 million boys of our blind horses' heads, and all with the Irish Rover. There was our Mickey Coach, who played hard on his flint when the ladies lined up for a set. He went to kill with skill for each sparkling quadrille, to the dancers were flithered and met. When he smart, when he talked, he was cock off the wall, and he rolled a day thunder and over. They all knew what it looks when he took off his stance, and he sailed in the Irish Rover. All the lies and the rout, full of punching and stout, for him soon and done.
Turn right over, turn 9 sides around, then the poor old dog